Bienvenue pour cette nouvelle rencontre. On va parler Brésil. Le titre de ce plateau, c'est Brésil multiple. Et donc, on va croiser les points de vue sur ce pays et on va croiser aussi les plumes. Donc, avec nous aujourd'hui, Eliana Alves Cruz pour son livre « Je ne dis rien de toi que je ne vois pas en toi », qui est paru aux éditions Tropisme. À ma droite, Bernardo Carvalho pour son livre « Les remplaçants », paru chez Métayer. Et à ma gauche, Itamar Vieira Junior pour son livre « Charrue tordue », traduit chez Zulma. Je précise donc que la traduction pour Eliana Alves Cruz va se faire par Olavo Panseri, qui est à l'œuvre, et Isabella Borges pour Itamar Vieira Junior. Bienvenue à tout le monde. Et Anne, je te laisse la parole pour Bernardo. Bonjour tout le monde, bonjour Bernardo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de votre roman « Les remplaçants » qui n'est pas encore sorti et qui est publié aux éditions Métayer. Donc ce roman sort prochainement, cet été, en 2025. Il est donc question d'un père et d'un fils à bord d'un bimoteur qui survole l'Amazonie et on voit l'histoire à travers le regard du fils. Mais dans cette histoire, il y a une autre histoire. Le garçon en question est en train de lire un livre de science-fiction dans lequel il est question d'un groupe d'enfants qui sont dans un vaisseau spatial en route vers une nouvelle planète parce que la planète Terre a été décimée. Alors ma première question portera sur cette hybridation. Pourquoi cette hybridation narrative? Mais moi, je ne sais pas. Non, mais c'était naturel, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien mettre en contact des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Là, quand même, il y en avait, parce que c'est le voyage du père et du fils, c'est en Amazonie. Ils survolent l'Amazonie dans un petit avion, tous les deux, tout seuls. Et alors, il y a question de déforestation, de destruction de la forêt, de génocide indigène et tout ça, et de meurtre. Et ça a à voir un peu, alors c'est un peu facile quand même parce que le livre de science-fiction, ça ressemble à une métaphore un peu immédiate. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'est que dans cette science-fiction, il y a quelque chose de très particulier. C'est que normalement, on dit, et moi je suis d'accord, que la mémoire, elle est émancipatoire. Non, sans la mémoire, on n'a pas de lutte politique, on n'a pas d'identité, on n'a rien. Et là, je me suis dit, pourquoi pas ne pas imaginer une situation à contresens où la mémoire tue. Et d'avoir la mémoire, ça c'est un point de fragilité, quoi. Ça rend la personne vulnérable. Et alors, dans ce vaisseau spatial, c'est des enfants, il n'y en a qu'un qui ne se souvient de rien. Et d'où il vient, d'où il est parti, et c'est lui le survivant. Et il a une raison, et ça a à voir avec le titre du livre, Les remplaçants. Et alors ça rend un peu cette hybridisation, enfin ce deux récits-là, ça les rend un peu plus complexes que si n'était juste le rapport entre destruction de la planète et de la forêt. Et justement, en parlant de destruction de la planète, donc je vais en dire un peu plus sur ce que vous disiez par rapport au père. Donc l'histoire est vue à travers le regard du garçon et on apprend que le père est de mèche avec les militaires parce que l'histoire se passe durant la dictature militaire au Brésil, sachant que vous ne l'indiquez pas explicitement. Donc je pense que c'est un choix de votre part. Donc le père, lui, vend le bois de la forêt à des entreprises étrangères et... Oui, c'est ça, oui. Oui, non, pardon. Oui. J'espère que j'ai bien compris l'histoire. Non, c'est moi. Et donc, la forêt est complètement décimée et les populations qui y vivent sont massacrées. Donc, on assiste. Alors là encore, c'est dit de façon très subtile durant l'histoire. Hein, on l'apprend de façon subtile. Donc, moi, je voudrais revenir justement sur cette relation père-fils qui prend vraiment beaucoup de sens dans ce livre et qui est quand même très ambivalente. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, en principe, en plus, la réalité, elle est vue par le regard de l'enfant. Et alors, c'est un regard un peu, comment dire, fantasmé,
il ne voit pas vraiment. Et on se rend compte à la fin du livre que, en réalité, ce récit-là, c'était un effort de mémoire, que c'était le garçon devenu adulte qui tâchait de raconter ça à quelqu'un plus jeune, comme si c'était son fils, et raconter l'histoire, mais il n'arrive pas au centre de l'histoire. Il a comme s'il y avait un noyau aveugle au centre de l'histoire, au centre du récit, auquel il n'arrive pas, il n'accède pas. Oui, et pour le rapport entre père et fils. Alors, c'est la dictature militaire. Ça, pour les Brésiliens, au moins, c'est très évident. C'est la fin des années 60, début des années 70. Mais ce qui est important, c'est que le père, il est totalement irresponsable. Et c'est quelqu'un, le garçon est avec lui, il y a un rapport d'amour entre les deux, rapport de père et fils. Mais les rôles sont inversés. C'est le père qui devrait représenter la loi, il représente la corruption. Et c'est le fils, le garçon d'11 ans, qui, dans ce rapport-là, a le rôle de la loi. Alors, ça a à voir avec l'idée de remplacement aussi. Le livre, c'est comme une série de variations sur le même thème du remplacement. Et c'est ça, c'est un voyage, comme c'est le garçon qui voit, et l'adulte, le garçon qui devient adulte et qui fait un effort pour se souvenir de ça, et qui n'arrive pas à vraiment arriver au centre de son récit. C'est une réalité qui est plutôt fantasmée que réelle, quoi. Ça, c'était très important. Alors, on ne voit pas de massacre, on ne voit pas de déforestation, on ne voit rien. Parce que tout est un principe présent, mais absent quand même. Et alors, je pense que c'est l'une des prouesses de votre écriture, c'est qu'il y a une scène finale en apothéose, où justement, tout prend sens. J'en dis pas plus, parce que je suis convaincue que le public va se ruer pour lire ce roman. Et on parlait des relations père-fils, donc la relation père-fils qui est très ambivalente, parce que d'un côté, le père, puisque le père est séparé de la maman, donc il a fait le choix d'embarquer son fils avec lui, donc d'avoir la garde de son fils. À un moment du livre, il dit « Je suis fier de toi », mais de l'autre côté, il n'hésite pas de temps en temps à l'abandonner, à l'humilier. Et le fils est constamment dans ce rôle bancal d'admiration et de peur, voire de rejet, puisque finalement la figure paternelle, au fil de l'histoire, est de plus en plus déchue aux yeux du fils. Mais au-delà de cette relation père-fils, il y a aussi quelque chose qui m'a semblé très intéressant, c'est le traitement de la masculinité toxique dans votre livre, qui est très très prégnante. Le père déjà se positionne comme un conquérant, et j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus justement sur cette masculinité toxique qu'on voit finalement pas si souvent. Oui, je ne sais pas, comme je ne fais pas de la philosophie ou de la sociologie, ou je fais de la littérature, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les ambiguïtés. Ce n'est pas les choses qu'on connaît à l'avance et que les certitudes qu'on a à l'avance. Alors, évidemment que je suis contre la masculinité toxique et tout ça, mais ce qui m'intéressait, c'était plutôt ce qu'il y a d'ambiguïté là-dedans et l'amour qu'il peut y avoir là-dedans entre un fils qui est oppressé par ça, et son père. Et alors, c'est ce rapport-là qui est très contradictoire et qui est très paradoxal qui m'intéresse. Ce n'est pas de condamner le père, parce qu'évidemment, c'est un méchant, il est là pour le meurtre, pour la déforestation et tout ça. Et son rapport avec le fils, il est terrible aussi. Mais ce qui est terrible pour les humains, c'est que là-dedans, il y a de l'amour aussi. Et alors, on ne peut pas simplement le mettre à l'écart en disant c'est un méchant ou c'est un fasciste, tout ça. Il est tout ça, mais quand même, il a quelque chose de bizarre, et c'est ça qui m'intéresse en littérature, c'est qu'on tombe dans l'amour où il y a le fascisme, où il y a l'oppression, où il y a la violence, où il y a le meurtre. Enfin, c'est ça. Et tout à l'heure, vous parliez justement de la mémoire, qu'elle peut être destructrice, mais il y a aussi beaucoup de mémoire à travers la figure du père et du fils qui est refoulée, par exemple, chez le petit garçon, ou chez le père. Je ne sais pas si la mémoire est vraiment... Elle n'est pas refoulée, mais il y a beaucoup de place accordée au silence. Oui, tout à fait. Ça m'intéresse aussi parce que le silence, ça
ça apporte les ambiguïtés, quoi, les contradictions. C'est pas quelque chose qui est dit comme un discours direct où je présente mes idées et tout ça, j'ai mes idées à moi. Mais c'est pas dans ce livre-là, c'est pas mes idées ne sont pas importantes, quoi, ce que je pense du monde et tout ça. C'est quelque chose qui se développe à l'intérieur de ce récit et de ce rapport entre père et fils qui est totalement ambigu. Il y a une référence directe à votre histoire avec le maréchal, alors je ne sais pas le prononcer, Rondon, Oui. avec le maréchal Rondon. Comment cela a nourri votre roman? Alors, je ne crois pas que c'est dans ce livre, c'est plutôt dans 9 nuits, un livre précédent. Là, vous le citez. Ah, ok, aussi. Bon, Je n'ai pas lu 9 nuits. Bon, je suis désolée. alors, excusez-moi. Non, c'est mon arrière-grand-père, c'est une figure importante de l'histoire du Brésil. C'était un militaire qui a été, comment dire, il a reçu la mission au début du XXe siècle d'installer les pots de télégraphe, on dit, enfin des pots, non? Poteau. Poteaux, ouais. Oui. Et alors, il est allé comme ça, c'était je ne sais pas ce qu'il était à l'époque, s'il était... il n'était pas général, c'était quelqu'un, un grade plus bas, lieutenant, quelque chose comme ça. Et il est entré vers des endroits qu'on n'avait jamais, où les Blancs n'étaient jamais arrivés. Et là, il a rencontré des Indiens qui n'avaient jamais vu des Blancs. Et bizarrement, c'était un type, c'était un militaire, mais il était aussi petit-fils ou arrière-petit-fils des Indiens. Et il a eu un rapport aussi très ambigu avec les Indiens. C'était un rapport un peu, comment dire, c'était pas paternaliste, mais il a fait dans ses limites tout ce qu'il pouvait faire pour les Indiens, pour le bien des Indiens. Et c'est une figure assez importante au Brésil. Et même, ça a été, jusqu'à un certain moment, il a été un peu un héros pour les populations indigènes et tout ça. Mais là, je ne me souviens plus de pourquoi je le cite dans ce livre, mais parce qu'il y a un précédent qui s'appelle 9 nuits, dont il est question vraiment Rondon. D'accord. Et on en a déjà un peu parlé, mais justement, je me demandais si les remplaçants, puisque c'est un titre qui est très fort et comme vous le disiez, qui est cyclique et qui se situe à plusieurs strates du roman, si ce n'était pas aussi une question de remplacement entre le père et le fils. Oui, tout à fait, parce que c'est ça, il change de rôle, non? Et dans la première partie du livre, le garçon, il a le rôle de la loi, comme je disais, comme si lui était le père. Il y a un rapport inversé entre les deux. Mais dans la deuxième partie, il devient adulte et plus âgé. Et là, il assume comme si c'était un rôle de père par rapport à un garçon qui est plus jeune que lui et qu'il veut convaincre que son rapport, lui, avec son père dans la violence était quand même quelque chose de pas mauvaise ou méchante et tout ça. Et il ne réussit pas parce qu'il n'arrive pas dans ce noyau de la mémoire où il y a quelque chose qui est révélatrice de cette relation et qui était cachée, qui était dans le silence et tout ça. D'accord. Merci beaucoup, Bernardo Carvalho. On va poursuivre donc avec vous, Itamar Vieira Junior, pour ce livre Charrue tordue, paru en 2023 aux éditions Zulma, mais paru en 2018 au Brésil aux éditions Todavia. Donc vous êtes écrivain, mais vous êtes aussi géographe, ethnologue. Avant Charrue tordue, vous avez écrit plusieurs recueils de nouvelles. Alors, c'est le seul à être traduit en français pour le moment, mais on en espère d'autres. Il faut savoir que, donc déjà, la traduction est très belle de Jean-Marie Blas de Robles. On peut vraiment saluer ce travail. Et aussi savoir que si peut-être vous le découvrez aujourd'hui, mais ce livre est aujourd'hui un énorme succès au Brésil. Je crois qu'on ne compte plus les exemplaires qui ont été vendus. J'avais lu 750 000, mais ça a dû monter depuis. Pour ce livre, vous avez reçu le prix Jabuti, le plus prestigieux au Brésil, le prix Oceanos, le prix Leila du Portugal. Il est traduit aujourd'hui dans plus de 20 langues et il est sublime. Donc, pour vous introduire un peu à cette histoire et de savoir de quoi on parle,
L'histoire, donc, ça se passe dans le Sertão du nord-est brésilien. Ça se passe dans une fazenda, c'est-à-dire un immense domaine qui appartient à une famille blanche depuis peut-être plusieurs générations, mais qu'on ne voit presque jamais. Et sur ce domaine vivent depuis plusieurs générations aussi des quilombos, des familles noires, descendantes d'esclaves, qui travaillent cette terre, mais qui n'ont presque aucun droit sur elle, ou aucun droit sur elle. Et on suit deux sœurs, Bibiana et Belonísia, qui sont des enfants, en fait, au début du livre. Et ces deux enfants sont liés par un drame. Elles trouvent, au début du livre, un couteau mystérieux sous le lit de leur grand-mère. Il y a un joli miroir dessus, le manche est en ivoire, et il est tellement beau qu'elles ont envie de le goûter. Et donc l'une des sœurs met le couteau dans sa bouche, les deux d'ailleurs, mais l'une d'entre elles se coupe la langue. Et c'est en fait de ce drame-là et de cette relation qui va se lier entre les deux, puisque l'une devient l'interprète de l'autre, c'est ces deux points de vue qui vont conduire le livre, ou en tout cas une bonne partie du livre. Alors Itamar Vieira Junior, j'ai lu qu'au cœur de votre projet d'écriture, il y a un lien entre les hommes et leur terre. Et j'aimerais commencer par là, par cette terre particulière dont un des personnages dit qu'elle est à la fois un châtiment et une bénédiction. Vos personnages la travaillent, ils la connaissent, ils l'écoutent, ils l'embrassent. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà d'Agua Negra, cette terre pleine d'eau, dont vous avez travaillé la présence tout au long du livre? Boa tarde a todos. A história de Torturado é ficcional, essa paisagem, a Fazenda Água Negra, ela de fato não existe. Isso é muito curioso, porque como se tornou um livro popular, hoje, se a gente olhar no mapa, no Google, já aparece lá pontuado o lugar da Fazenda Água Negra, que não existe. Alors Itamar dit que c'est très drôle, donc bonjour, d'abord il vous salue, et puis il dit que c'est tout à fait une fiction, hein, que cette ville, ce village n'existe pas, et que c'était très drôle parce que désormais, on peut, parfois quand on regarde sur Google, on la voit située sur une carte, mais que de fait, elle n'existe pas. E, inclusive, tem uma das personagens que está na história, é um espírito, um encantado, que também já não é uma presença forte, já não existe mais mesmo assim a presença na região, e eu acho que a qualquer momento eu vou ser surpreendido com a notícia de que o espírito voltou e está lá no terreno de Jaré, porque a história simplesmente tornou essa entidade, esse espírito popular também. Et d'ailleurs, au-delà de la ville qui n'existe pas, il y a aussi dans l'histoire une légende urbaine, un esprit qui n'existe plus, dont on ne parle plus, mais il craint toujours qu'à un moment donné, quelqu'un va revenir et grâce ou à cause de cette histoire, lui dise que cet esprit qui hante la terre est de retour. Mas essa é uma região que foi ocupada com mais força no século XIX, uma região onde se descobriu diamante, então teve um fluxo muito grande de imigrantes de toda a ordem para este lugar. Inclusive, a fazenda, o lugar fictício, ela está muito próximo ao município de Lençóis, e chegou a se instalar um consulado da França no século XIX nessa cidade por conta do diamante. Et d'ailleurs, c'est une ville qui a vu un flux de population d'immigrants, surtout au début du XXe, à cause de la quête des diamants, donc la ruée vers le diamant, et qui par ailleurs, très proche de ce village de fiction, en fait, a un vrai village qui s'appelle Lençóis, qui est magnifique d'ailleurs, où quand le consulat s'est installé, quand s'est installé En 1875. En 1875, un consulat français s'y est installé. Donc, dans uma cidade que hoje não tem, não sei, acho que não tem 20 mil habitantes. Un village qui aujourd'hui n'a pas 20 000 habitants. Mais par où les diamants passaient de fait. Por conta da história da mineração do diamante, teve um afluxo muito grande de trabalhadores escravizados para esta região. À cause de cette ruée vers les diamants, il y a eu un flux très grand de travailleurs
esclaves, des esclaves vers cette régião pour aider dans l'extraction du diamant et le portage, j'imagine, de diamant. E depois do fim desse ciclo do diamante, com a descoberta de diamante na África do Sul, o diamante da África do Sul era melhor, as jazidas eram maiores, esses escravizados permaneceram na região e constituem os seus descendentes constituem uma parte significativa da população da região também. Et après la fin de cette ruée vers les diamants, puisque les diamants de l'Afrique du Sud sont devenus plus notables, enfin il y a eu la ruée plutôt vers l'Afrique du Sud, une grande partie de ces gens qui travaillaient comme esclaves dans la région sont restés et ont formé la partie significative de la population qui est jusqu'à présent. Et donc, cet esclavage, donc, il a été aboli en 1888, mais ce que raconte votre livre et ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, il s'est poursuivi bien plus tard, et que vos personnages sont aujourd'hui dominés, et ils sont dominés de multiples façons, en tant que noirs, en tant que descendante d'esclaves, en tant que pauvres, en tant que paysannes, en tant que femmes, et pour le personnage de Bellonisia, en plus, par le fait qu'elle ne peut pas parler. Et au début du récit, on a l'impression que vos personnages vivent cette condition comme un ordre des choses qui est immuable, et puis peu à peu, ça évolue, et il y a une colère qui mûrit un peu comme un fruit lentement. Pourquoi ça change, et qu'est-ce qui rend possible dans votre histoire l'expression de cette colère à un moment donné? A história aconteceria num período de tempo, isso não está dado no romance, mas acontece num período de tempo que vai dos anos 60 ao começo dos anos 2000, e os personagens ainda vivem numa situação dramática de exploração que é legado da escravidão nas estruturas de exploração e de trabalho do Brasil. Alors, ce n'est pas vraiment explicité, mais l'histoire se déroule entre les années 60 et les années 2000, mais on se rend compte que malgré cette actualité, les esclaves vivent encore dans cette situation de soumission et d'esclavage et de travail pratiquement forcé. E as personagens, acho que a história reflete um pouco das mudanças que o Brasil viveu nas últimas décadas. O conhecimento, acho que assume um papel importante no processo de transformação, de mudança da percepção dessas personagens. Uma delas deixa a fazenda e se torna professora. Ela tem contato com movimentos sociais e sindicais e volta com uma visão, um discurso político que, de alguma maneira, introduz naquela comunidade de trabalhadores uma insatisfação que ganha grandes proporções ao longo da história. Ok, donc l'histoire a lieu à cette époque-là, exactement à cette période-là, au début, et elle miroite d'une certaine manière les transformations qu'a souffert, qu'a traversé le Brésil, et l'évolution, elle est très liée, donc l'évolution de ces groupes sociaux, elle est très liée à l'apprentissage, à l'enseignement, au savoir, puisqu'un des personnages arrive à s'extraire et à apprendre à lire et écrire, à devenir enseignante. Elle a par la suite contact avec des acteurs d'un syndicat ruraliste et elle arrive à transformer son milieu en apportant cette connaissance et à la fois cette force de changer les choses par le biais du savoir. A raiva, nesse sentido, acho que me aproxima do que ele perguntou. A raiva, ela assume uma dimensão, é um sentimento ligado ao não conformismo. La colère est donc liée plutôt à un non-conformisme. E sentimento que atravessou o tempo, atravessou a história, atravessou gerações, até com que significasse, né, que representasse, materializasse uma ruptura, um momento onde não é mais possível conciliar a exploração, a desumanização com a vida hoje. Oui, et donc cette colère, ce sentiment, elle a traversé les gens, les générations et des générations, jusqu'à ce qu'elle arrive à un point de non-retour où elle
ça, elle sait, elle passe à savoir qu'elle peut transformer quelque chose et elle se transforme elle-même en quelque chose d'autre. Et ce qui est très intéressant dans le livre, c'est donc que les deux sœurs ont deux trajectoires différentes. Donc la première va effectivement s'extraire de ce domaine et étudier, mais la seconde va rester. Et elle va recevoir, peut-être en partie involontairement, l'enseignement de son père, puisque son père, il est cultivateur, mais il est aussi maître de jarret. Et donc le jarret, c'est une religion qui a un syncrétisme, donc vous me dites si je me trompe, de candomblé africain, de chamanisme indigène et de christianisme. Et ça va être une ressource dans laquelle elle va aller puiser pour nourrir sa révolte. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du jarret et de pourquoi c'était important de lui donner cette place centrale dans le roman, et en fait au même titre que l'enseignement et la politique au sens classique du terme? É muito interessante porque, mesmo sendo baiano e morando na Bahia, né, boa parte da minha vida, eu não conhecia o jaré. O jaré é uma expressão religiosa que existe apenas neste local, na Chapada Diamantina. Alors c'est très intéressant parce que je suis de Bahia et même en étant né, etc., sur place à Bahia, je ne connaissais pas le jaré, puisque le jaré est une expression religieuse typique de cette région de la Chapada Diamantina. E, como ele disse, para essa região houve uma confluência, como eu falei anteriormente, na minha resposta, de imigrantes da diáspora do recôncavo baiano que praticavam a religião de matriz africana. Havia indígenas nesse local e escravizados das Minas Gerais, que já eram católicos, já praticavam o catolicismo rural. Et dans cette région, justement, il y a eu ce syncrétisme, cette réunion d'une population qui vient du Recôncavo bayen, donc plutôt vers Salvador, etc., du syncrétisme religieux, du catholicisme qui venait de ces esclaves. Das Minas Gerais. Du catholicisme qui venait des esclaves de Minas Gerais qui se sont réunis là-bas. E eu não pensei que o romance fosse seguir esse curso, mas à medida que eu escrevia e que tentava, de alguma maneira, me colocar nesse lugar quase de um escritor observador, um escritor que, em alguma medida, trazia fundamentos, princípios da etnografia para a literatura, eu entendi que aquela prática religiosa não era apenas uma prática religiosa, revelava muito da ontologia daqueles seres humanos que estavam ali. Alors que je ne voyais pas et je ne voulais pas au départ donner un trajet plutôt ethnographique ou d'une étude ethnographique, je me suis rendu compte que ça, que leur origine et cette réunion montrait beaucoup de ce qu'était la population dans la région. Então não era possível falar sobre as personagens sem revelar essa dimensão, esse traço tão importante da vida deles. Uma visão de mundo que transcende, às vezes, o materialismo, o que nós vivemos hoje, mas que atravessa, vai para uma dimensão, desculpe, onírica, espiritual da existência. Alors, c'était absolument pas possible de parler de ces personnages sans prendre en compte cette dimension onirique qui perpasse, qui va au-delà de la chose matérialiste, pour qu'on puisse justement comprendre leur vie. O mais importante, só para concluir, é que essa prática religiosa, o jaré, permitiu que trabalhadores com origens diferentes, de lugares diferentes, ganhassem um sentido de comunidade, de família. Eles estabeleceram laços de solidariedade que eram difíceis de serem dissolvidos, porque existia um laço de parentesco fictício, mas muito fundante entre eles. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que cette communauté qui était de fait disparate a réussi, à travers cette religion, à travers le jaré, à créer un lien entre eux, un lien presque familial, a réussi à monter, à être une communauté, alors qu'au départ, ils étaient originaires des régions et des religions même différentes. Et peut-être une dernière question avant de laisser la parole à Eliana Alves Cruz.
pour prolonger sur ce jarret. Donc votre livre met en avant une lignée de femmes. Il y a la grand-mère, il y a la mère, il y a les deux filles. Et puis, on ne sait pas comment le dire, au milieu, à côté, il y a Santa Rita Pescadeira, qui est Sainte Rita la pêcheuse. Et en fait, cette entité, puisque elle n'est pas humaine, prend la parole, elle aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur elle et pourquoi c'était important d'intégrer son point de vue? Da Santa Rita Pescadeira. Essa é uma história interessante porque, como eu passei alguns anos nessa região a trabalho. Alors c'est une histoire intéressante parce que comme j'ai passé quelques années dans cette région pour mon travail. E eu fiz uma pesquisa acadêmica também sobre o jarret. J'ai réalisé une recherche académique au sujet du jarret. Eu descobri panteão de espíritos encantados. J'ai découvert un panthéon d'esprits, des choses enchantées. Que faziam parte dessa crença, mas alguns deles já não existiam, já não tinham presença no hoje, naquele cotidiano. Mais il y en a parmi tous ces esprits, ces entités, qui ne font plus partie, qui n'avaient plus leur place, qui n'existaient plus dans le quotidien imaginaire de gens. Então as pessoas já não sabiam as canções, já não sabiam por que eles vinham, não vinham, e eu achei isso um bom pretexto para que eu pudesse criar de forma literária, recriar de forma literária essa presença. Alors les gens ne connaissaient plus les chants, les rituels, ne savaient plus pourquoi il apparaissait, il disparaissait. Donc Itamar dit qu'il a trouvé intéressant de créer d'une manière littéraire, de recréer d'une manière littéraire cette présence, de représenter cette entité. Como é uma personagem sem começo nem fim, ela pôde atravessar o tempo e ela, a partir da sua experiência, da sua existência, ela estabelece os laços que o cotidiano, que a realidade daquelas personagens tem com o passado. Alors, puisque c'est un personnage sans fin, sans début, sans fin, on parle toujours de Santa Rita dos Pescadores, donc Santa Rita des pêcheurs. C'est un personnage qui traverse donc le récit en créant des liens entre le présent et le passé. Então, do ponto de vista literário, era personagem que me permitia manipular o tempo, a história, de uma maneira que ela pudesse ganhar contornos e dimensões que extravasavam o tempo presente das personagens. Alors, en tant que personnage littéraire, cela me permettait de manipuler un peu le temps et de dépasser la présentification, le présent de chaque personnage, d'aller vers l'avant et vers l'arrière dans le temps et réussir à arriver dans le présent du personnage. Merci beaucoup. Anne, c'est à toi. Bonjour, Eliana Alves Cruz. Vous êtes journaliste, attachée de presse. Votre premier roman paru en 2016 a reçu un prix assez prestigieux, qui est donc le prix Oliveira Silveira et qui récompense les autrices et les auteurs afro-brésiliens. Votre histoire se déroule en 1732, donc au XVIIIe siècle, à Rio de Janeiro. À Rio de Janeiro, deux grandes familles influentes se partagent le pouvoir, la fortune et ont décidé de réunir leurs enfants pour conserver la richesse. Seulement, le garçon de l'une, Felipe, est secrètement amoureux de Vittoria, une femme noire, trans, prostituée et guérisseuse. Seulement, à cette époque, c'est aussi celle de l'Inquisition. Et donc, arrive un inquisiteur à Rio de Janeiro pour justement enquêter sur ces familles. Et à cette époque, sévit l'esclavage. C'est aussi la ruée vers l'or dans le, alors pardonnez mon accent, Minas Gerais. Donc, ma première question porte justement sur ce choix. Vous avez mis en action des familles certes riches, fortunées et influentes, mais qui sont juives. Donc, en cette époque, qui sont persécutées. Vous avez également, vous donnez beaucoup de place aussi
aux personnes esclavisées. Et d'ailleurs, c'est intéressant, l'utilisation du terme esclavisé et non esclave dans votre roman, dans la traduction du moins. Et ensuite, le personnage qui porte l'histoire, c'est Vittoria, qui a choisi son prénom, donc cette femme trans qui a choisi de s'appeler Victoire, qui est crainte, et qui est à la fois crainte et aimée, qui est d'une très grande beauté, et qui a un immense pouvoir de guérison. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix des minorités? Bonjour. Bonjour. C'est tu que je parle français, a illusion. Bom dia. Bom, essa história é uma história... Na verdade, eu comecei a escrever esse livro durante a pandemia. E muito me interessava a hipocrisia, o tema da hipocrisia. Era um momento político sério no Brasil, muitas mortes, e, ao mesmo tempo, eu via uma elite altamente privilegiada, desfrutando de coisas que os trabalhadores comuns não poderiam. Então, eu comecei a pensar nessa história e tudo que nos formou. Bon, bonjour à tous et à toutes. J'ai eu l'idée de concevoir cette histoire pendant la pandémie parce qu'à cette époque, nous traversions un moment qui m'intéressait beaucoup, qui attirait beaucoup mon attention, parce qu'il y a eu beaucoup de morts au Brésil pendant cette période. Et je voyais que malgré toute cette situation, il y avait une élite très privilégiée qui avait beaucoup d'avantages aux dépens de la vie des communs, des mortels, qui n'avaient pas ces mêmes avantages. A personagem Vitória eu descobri numa pesquisa para um outro livro anterior. É uma personagem real. Et ce personnage, Victoria, je l'ai découvert en faisant une recherche pour un autre livre. Et c'est quelqu'un qui a vraiment existé. É uma personagem real que viveu em Lisboa no século XVI. E eu me inspirei nela para colocá-la no século XVIII, no Rio de Janeiro. Porque acho que ela traz discussões muito atuais. Et bon, ce personnage, comme je vous l'ai dit, qui était réel, vivait à Lisbonne au XVIe siècle. Mais je l'ai transféré au XVIIIe siècle à Rio de Janeiro. Porque ela traz questões muito atuais e pertinentes para pensarmos a nossa atualidade, a nossa própria vida. Parce qu'elle nous apporte des questions très actuelles pour qu'on puisse réfléchir et penser à nos propres vies. É uma história sobre quem mente e quem diz a verdade. O que é mentira e o que é verdade. C'est une histoire qui parle de ceux qui mentent et de ceux qui ne mentent pas, et on réfléchit sur la notion de vérité et la notion de mensonge. Tudo isso com o pano de fundo da escravidão no Rio de Janeiro e no Brasil, que tem sequelas até hoje na sociedade brasileira. Então, na verdade, é uma história sobre hipocrisia e também sobre noções de liberdade. Quem é livre? Et bon, cette histoire alors se passe à Rio de Janeiro pendant l'époque de l'esclavage. Et l'esclavage a laissé beaucoup de séquelles qui existent toujours au Brésil. C'est donc une histoire qui parle d'hypocrisie et de tout ce que cela a laissé, toutes les conséquences que cela a eues. En parlant justement d'hypocrisie et de dissimulation, à cette même période circulent des lettres anonymes qui dénoncent et qui révèlent les secrets les plus sombres des unes et des autres. Et je voudrais savoir si pour vous, Eliana Alves Cruz, la dissimulation est un moyen de survie. À cette époque, évidemment. A dissimulação é um meio de sobreviver, era um meio de sobreviver nessa época e nos tempos atuais, desde sempre na humanidade.
por questões, às vezes, reais de sobrevivência, de vida ou morte, as pessoas são obrigadas a se disfarçar. Oui, c'était vraiment un moyen de survie, et ça l'est encore aujourd'hui, parce que l'humanité, on a besoin, parfois on se trouve devant des questions de vie ou de mort, et on a vraiment besoin de dissimuler. E por isso também a escolha de uma família judaica, porque nessa época as pessoas tinham que fingir que acreditavam em outras coisas por conta da Inquisição e dos preconceitos da época. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi une famille juive? Parce que à cette époque, il fallait vraiment faire semblant. Il fallait qu'on fasse semblant de croire à autre chose pour pouvoir survivre. Então, eram todos prisioneiros de alguma coisa, eram todos escravizados em alguma medida. Alors tous étaient prisonniers d'une certaine façon. Tous étaient des esclaves d'une situation, en quelque sorte. A Vitória foi uma personagem muito difícil de elaborar. Me interessa também, não apenas o conteúdo, mas a forma. Então, o narrador é um narrador misterioso, toda aquela situação dúbia, ela me custou algum trabalho para elaborar o texto. Et Victoria a été un personnage très difficile à concevoir, à élaborer, non seulement à cause de son fond, mais à cause aussi et surtout de sa forme. Et en plus, il y a un narrateur mystérieux qui joue un rôle très important. Essa frase, nada digo de ti, quem te não veja, eu achei num jornal muito antigo do Rio de Janeiro, e era uma acusação. Alguém escreveu uma carta anônima sobre um religioso e terminava sempre com essa frase: nada digo de ti, quem te não veja. Et cette phrase, qui est le titre du livre en français, Je ne dis rien de toi que je ne vois en toi, que je ne vois pas en toi. D'accord. Et cette phrase, je l'ai lue en faisant mes recherches, dans un journal de Rio de Janeiro, et il y avait une accusation, et ça parlait il y avait quelqu'un qui accusait quelqu'un d'autre par le biais d'une lettre anonyme, une espèce de corbeau. É uma acusação, mas também poderia ser uma declaração de amor. Et ça, c'était une accusation, mais ça pourrait être aussi une déclaration d'amour. E por que não? A pergunta que se faz é: por que não imaginar esses personagens e esse contexto? São personagens da história humana. Et bon, et la question qui se pose est pourquoi pas? Alors, parce qu'il s'agit tous de personnages de l'histoire humaine. Oups. Oui, justement, j'allais rebondir sur ce titre, mais vous m'avez devancé, tout comme sur le narrateur, donc c'est super. Donc justement, je voulais revenir sur ce titre poétique. Je ne dis rien de toi que je ne vois pas en toi, qui est un titre qui se prête à plusieurs interprétations et qui est à la fois qui est très poétique et énigmatique, et qui nous laisse à entendre que voir, nommer et dire sont des actes puissants dans une société où la vérité est risquée. Sim, sim, eram pessoas que viviam no fio, como se diz no Brasil, no fio da navalha, no fio da faca. Oui, c'est vrai, parce que, juste pour faire une métaphore, c'était des gens qui vivaient sur une corde raide. A Vitória, eu queria que fosse uma personagem que ela não caísse para o estereótipo, nem para o cômico, nem para a subalternidade. Eu queria que ela fosse uma personagem com agência própria e com voz própria muito forte. Et pour ce personnage, Victoria, je ne voulais pas qu'elle soit qu'elle soit un stéréotype, qu'elle soit comique, drôle. C'est pas ça que je voulais. Je voulais pas qu'elle soit soumise non plus. Je voulais qu'elle ait une voix. E, principalmente, eu acho que a literatura tem uma oportunidade, principalmente a literatura em países da diáspora africana, tem uma oportunidade de mostrar esse continente africano, de onde
se origina a maioria esmagadora do povo brasileiro de uma outra forma, de uma forma infinitamente mais formadora do nosso país, positivamente. Bon, et surtout, je crois qu'à partir de la littérature, on peut, surtout dans des pays comme le Brésil, qui ont vécu cette diaspora africaine, on pourrait en profiter pour montrer l'Afrique autrement. Essa é a história da Vitória e é um pouco a história de todos nós hoje. As cartas anônimas, elas talvez guardem algum paralelo com fake news, com pessoas que se escondem atrás de um dispositivo, de uma tecnologia, no caso eram jornais na época, para acusar e para emitir opiniões sem aparecer, de uma forma covarde. Et on pourrait même faire un parallèle, par exemple, avec Victoria, qui pourrait nous représenter, nous tous. Et par le biais, par exemple, à l'époque, il y avait des lettres anonymes publiées dans des journaux, et on pourrait établir un parallèle avec les fake news que nous avons aujourd'hui, parce que aujourd'hui, les gens se cachent derrière les technologies pour faire des accusations sans s'identifier. Merci beaucoup, merci à vous trois. Merci aussi à Isabella Borges et Olavo Panseri pour la qualité de leur travail. Merci beaucoup. Je vais rappeler simplement le titre des livres. Je ne dis rien de toi que je ne vois pas en toi, Eliana Alves Cruz aux éditions Tropisme. Retenez bien le nom de l'édition puisque ça vous permettra de trouver où vont se passer les signatures au Salon du Livre juste après. Il y a Itamar Vieira Junior pour Charrue tordue chez Zulma. Et puis Bernardo Carvalho, Les Remplaçants chez Métayer. Qui n'est pas encore sorti, je répète. Qui n'est pas encore sorti, mais il y a tous les autres livres qu'on peut aller acheter, lire et faire signer. Merci beaucoup. Pardon, excusez-moi, apparemment il est disponible ici. Voilà, en avant-première, donc c'est l'occasion d'en profiter. En avant-première, donc c'est un double argument pour aller l'acheter et pouvoir frimer auprès de vos amis pour les dîners du week-end prochain. Merci beaucoup.